Eros et capital, deux mots qui vont si mal ensemble. L'amour n'est pas aussi pur qu'il n'y paraît? C'est vrai qu'ils vont mal ensemble, mais ces distinctions entre deux sphères qu'on tient absolument à laisser aussi distinguer, on se rend compte quand on cherche un petit peu que c'est très centré, c'est très occidental, et c'est très récent. C'est très récent parce que même ici en Occident, jusqu'à il y a environ 200 ans, il n'y avait pas une séparation aussi forte. Nous avons, depuis la Révolution victorienne, amalgamé ensemble le mariage, l'amour, la sexualité. C'était pas si évident que ça avant. Avant, il était beaucoup plus commun que des unions associées, des patrimoines, ce qui ne nous empêchait pas d'avoir des sentiments. L'amour existait, mais il se vivait en général et même souvent en dehors du couple. Il pouvait même arriver après, il était pas forcément à l'origine. Et parfois l'amour naît dans un mariage qui n'était pas amoureux au départ. Et dans l'espace, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les cultures autour de nous, en Afrique, en Asie, quelque chose dont on se rend compte par la mondialisation, la circulation des êtres humains, vous vous rendez compte que cette distinction, cette séparation que nous, occidentaux, tenons absolument à maintenir entre la sphère des intérêts et la sphère des sentiments, entre la sphère de l'argent et la sphère du sexe, enfin entre ces deux sphères de manière générale, n'existe pas de manière aussi nette en Afrique, dans un certain nombre de cultures, en Asie, un petit peu partout dans le monde, le fait d'entremêler sentiments, intérêts, argent est quelque chose de beaucoup plus commun. Mais nous tenons à faire la distinction, et de fait, tous les sujets qui mêlent les deux, comme la prostitution, comme les sugar babies, sentent le soufre, inévitablement. Chez nous, l'amour que l'on croit libre et égalitaire ne l'est peut-être pas tant que ça à vos yeux. Quand le marché a-t-il mis la main sur ce qu'il y a de plus intime en nous? Pour vous, François de Smet? Alors, le propos de mon livre, malheureusement, est d'inverser la question et de considérer que il y a toujours eu échange. Que c'est nous qui sommes devenus romantiques, ce qui est d'ailleurs très bien, d'une certaine manière, que c'est nous qui avons inventé sur base d'un sentiment qui existe. Je ne dis pas que l'amour est une illusion, elle a des racines biologiques, chimiques, c'est une réalité, mais nous l'avons hypostasié, nous en avons fait une sorte d'objet refuge dans lequel nous investissons. Ma thèse est que même si ça peut paraître déprimant, l'échange, le fait de se mesurer, le fait d'être des homo compatibilis, comme je l'ai proposé, est inhérent, et Nietzsche disait déjà, à la nature humaine. Les êtres humains se comptent, calculent, l'expression « je ne l'ai pas calculé » est assez récente, mais elle traduit bien cette idée. Et c'est pour ça que le libéralisme marche si bien, et qu'on dirait qu'aucune révolution ne peut vraiment l'atteindre parce qu'il est tellement liquide qu'il s'adapte à tout, parce qu'il est conforme à notre besoin de nous mesurer les uns les autres, de mesurer à peu près tout ce qui nous entoure comme gains, bénéfices, pertes. Et l'idée que ça puisse aussi affecter la sphère sentimentale et amoureuse et sexuelle est quelque chose d'insupportable, et donc nous l'isolons. Nous en faisons un domaine qui serait, mais à mon avis de manière grandement fantasmée, qui serait gratuite, qui échapperait à toute forme de calcul. Et nous avons besoin que, comme une pierre de touche, ou plutôt une clé de voûte, l'amour, un refuge, existe comme chambre de compensation, comme clé de voûte du monde libéral et capitaliste dans lequel on est. C'est comme ça qu'il tient, c'est parce que quelque chose lui échappe. Or, rien n'est réellement jamais gratuit, il y a toujours un échange, voire un échange de bons procédés. Oui, d'ailleurs les couples qui ne tiennent pas sont sans doute ceux où l'échange ne fonctionne pas. Notre vocabulaire le trahit bien. On parle de s'investir dans un couple, on parle parfois de rendre sa liberté à quelqu'un. Dans tout couple, il y a une forme d'économie. Alors ça peut être très équilibré, ça ne passe pas nécessairement par une équivalence purement arithmétique des tâches ménagères, ça peut être plus subtil que ça. J'apporte ceci et je prends quelque chose de différent, mais en tout cas il faut que quelque chose circule, sinon je crois que ça se casse la figure. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a toujours un échange. Alors il y a des tas de sociologues ont étudié ça. L'économie du couple, elle est en général implicite. Généralement, il y en a quand même un qui gagne davantage d'argent que l'autre. Dans ce cas-là, celui qui gagne de l'argent, sans que ce soit jamais dit, en général, prend un peu plus sa part, non pas dans les dépenses ménagères, mais dans des choses un peu plus extraordinaires, un peu plus de vacances, un peu plus de restaurants. Et il y a un phénomène aussi intéressant, c'est que quand c'est madame qui gagne plus, ce qui arrive, c'est pas le plus courant, mais cela arrive, il y a des mécanismes d'implicites qui servent à préserver l'ego masculin. C'est-à-dire que la femme, en général, ne met très rarement en avant qu'elle gagne davantage, elle ne fait pas de cadeaux onéreux, elle investit davantage cet argent dans l'économie du couple. Il y a des tas de choses fascinantes, parce que c'est du non-dit, c'est de l'implicite, mais échange il y a, et bien sûr, il n'est pas seulement monétaire ou matériel, ça passe aussi il y a aussi l'économie du don. Bien sûr, et vous le racontez. Des sentiments, des gestes affectifs, des relations sexuelles, tout ce qui peut s'échanger. Internet a tout bousculé là aussi. Au début, on avait des sites de rencontres
qui nous faisait croire que Internet était peut-être comme un gigantesque parc public où nous serions tous à égalité dans nos choix de rencontres. Et de fait, il y avait des sites relativement classiques, mythiques, etc. Et en effet, et ça c'est un site relativement élitiste, celui dont on vient d'entendre la pub, sont apparus des sites spécialisés. Il y a moyen de rencontrer des gens de sa classe sociale, mais aussi de son ethnie, de sa religion, de son origine sociale et culturelle. Et je réponds à votre question, rassurez-vous, je commence un de mes chapitres sur un site particulier qui s'appelle richmeetbeautiful.com et qui est un site qui veut explicitement faire se rencontrer des sugar babies et des sugar... Qu'est-ce que c'est des sugar babies? Les sugar babies sont des jeunes femmes qui explicitement sont généralement assez jeunes et assez jolies et recherchent explicitement des hommes plus âgés et pourvus. Et ce site-là a le culot et peut-être le sens du commerce aussi, d'afficher cette revendication comme telle. Avec l'idée, écoutez, si en France ou en Europe, il y a moyen d'avoir des sites pour des gens entre classes supérieures, entre catholiques, entre musulmans, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un site qui met une offre et une demande qui existent par ailleurs sur le critère de l'âge. Et ça montre quelque chose d'intéressant. Il n'y a rien de plus discriminant en réalité que nos choix amoureux et sexuels. Et c'est un vrai paradoxe moderne. D'une part, nous sommes tous libres d'aimer. Le mariage pour tous, ça avait ce slogan, et fort heureusement en bandoulière, et le portait très fort. Nous sommes tous libres d'aimer, mais c'est pas aussi simple que ça. Nous ne pouvons pas nous faire aimer absolument par qui nous voulons tout le temps. Et quand nous faisons des choix, ils peuvent être très préférentiels, très injustes, rarement méritocratiques, très discriminatoires. Si on appliquait au choix amoureux les critères de pénalisation et d'interdiction que nous appliquons dans le reste de la vie, par exemple, vous ne pouvez pas discriminer pour un emploi, pour louer un logement, pour laisser des gens passer en boîte de nuit, nous aurions un vrai problème. Nous pouvons être discriminants en amour, et quelque part, c'est même valoriser sous le vocable liberté d'aimer. Et ça donne un marché qui crée ces exclus, qui parfois sont visibles parce qu'ils font du bruit, surtout quand ce sont des hommes, mais qui génèrent aussi un grand nombre de frustrations invisibles. Il y a des tas d'exclus du marché, et je trouve que c'est un vrai sujet qui ne dit pas son nom, et ça peut même devenir un sujet politique. Qu'en fait, l'amour est face à un nouveau paradoxe, ou peut-être pas si nouveau que ça, c'est qu'il n'y a pas ou peu d'égalité réelle, pas ou peu de liberté réelle dans ce qu'on pense être la liberté d'aimer. Et c'est ce que vous tentez de comprendre. C'est-à-dire que c'est pas tant de savoir si le marché a récupéré cette situation-là, ou est-ce que cette situation était déjà là à l'origine et que le marché n'a fait que s'y adapter. Alors, je me suis posé la question, d'ailleurs c'est pour ça que je fais des livres, je n'essaye pas d'asséner un point de vue ou de convaincre les gens qu'il faut se comporter de telle manière, j'essaie de comprendre un phénomène. Et en m'interrogeant sur l'idée de ce marché qui ne dit pas son nom et qui ne peut subsister que s'il ne dit pas son nom, que c'est un marché qui ne doit pas apparaître comme marché, et c'est toute la subtilité du marché et des lois du marché amoureux. On se rend compte, on tombe assez vite sur le concept d'échange économico-sexuel proposé par des sociologues féministes et singulièrement l'italienne Paola Tabet. Et c'est la réponse à votre question, dans l'idée que l'échange a peut-être toujours existé. L'idée de Paola Tabet est que, pour le faire court et peut-être un peu durement, de la passe de la prostituée la plus courte au mariage bourgeois le plus établi, peut-être n'y aurait-il qu'une différence d'amplitude et pas de nature. Il y aurait peut-être toujours eu un échange entre l'accès au sexe des femmes et les moyens financiers des hommes. Quand vous regardez ce qui se passe dans une grande série de cultures du monde et dans notre histoire, vous vous rendez compte que un rapport d'exploitation consentie a en effet existé très souvent. Et que la psychologie évolutionniste, qui est une discipline en plein essor et qui a parfois du mal à faire entendre ses vues parce qu'elle bouscule une série de vues, atteste cela aussi. Il y a effectivement des raisons de penser que nos ancêtres mâles, hommes, ont été en général des individus qui ont été valorisés par des traits de dominance, de force, mais aussi et surtout de statut social. Qu'ils ont monopolisé un certain marché. Nous avons beaucoup plus d'ancêtres femmes que d'ancêtres hommes pour cette raison-là, parce que beaucoup d'hommes, à chaque génération, ne se reproduisent pas ou ne font pas passer leur gène, et que les femmes, quant à elles, sont plus sélectives, se font désirer et finissent par choisir des hommes
les moins inconstants possibles, les plus fidèles possibles et les plus rassurants d'une certaine manière. Ça, c'est prouvé scientifiquement que les femmes sont plus sélectives? Ah oui, c'est prouvé. Vous pouvez trouver de tas de manières. Mais ça, même dans les mœurs, vous le voyez. On attend des femmes. Alors, bien sûr, il faut pas généraliser. Vous pourrez toujours me trouver des exemples individuels d'une femme ou d'un homme qui ne répond pas à ce cas. Bien sûr, on parle de moyenne, on parle de phénomènes longs, mais j'en cite beaucoup et j'essaie vraiment de référencer ce que je raconte de manière la plus scientifiquement fondée possible. Il y a des constantes que vous trouvez dans beaucoup de pays du monde. Dans tous les pays du monde, il y a une différence de 3 ans entre les hommes et les femmes qui sont en couple, en moyenne. Dans tous les pays du monde, vous interrogez des femmes qui cherchent plutôt des hommes avec certains traits physiques. Alors, elles sont moins exigeantes que les hommes en général, mais en général, elles préfèrent les hommes grands et elles préfèrent les hommes un peu plus âgés et elles préfèrent les hommes un peu mieux pourvus ou qui promettent quelque chose en termes de stature et de positionnement social. Et si vous remontez à des temps immémoriaux, ça peut se comprendre que la sélection naturelle et sexuelle ait favorisé une combinaison entre des femmes qui ont besoin d'hommes qui les protègent et qui protègent de leur éventuelle progéniture et des hommes qui sont un peu plus conditionnés à exploiter toutes les occasions qu'ils ont, qui sont un peu plus conditionnés à exploiter les occasions qu'ils ont, à sexualiser leur vision du monde beaucoup plus facilement et à se reproduire dès qu'ils en ont l'occasion. Et tout ça se cogne à nos normes, par ailleurs essentielles, mais construites, de liberté, d'égalité, de consentement. Non, on ne naît pas homme, on le devient, on ne naît pas femme, on le devient, dirait Sartre et Simone de Beauvoir. C'est les années 80 et le self-made man, je peux tout choisir, je peux changer de nom, je peux changer de religion, de nationalité, même de sexe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient un peu. C'est qu'on se rend compte, une série de recherches, là pour le coup génétiques, nous prouve que nous sommes un peu plus déterminés que nous le croyons, qu'il y a des comportements, pas tous, c'est ça qu'il faut bien saisir pour pas faire de caricature ni dans un sens ni dans un autre, il y a un certain nombre de comportements que vous trouvez bien davantage chez les hommes ou chez les femmes. En gros, les hommes et les femmes ont les mêmes capacités, nous sommes aussi intelligents les uns que les autres, mais dès qu'il s'agit de la relation à l'autre sexe, nous avons des comportements et des manières de voir le monde différentes. Et donc, faut pas revenir 100% essentialiste, c'est ridicule, mais il est aussi infondé aujourd'hui de dire que tout nous vient de la nature, que de dire que tout nous vient de la culture et que nous serions des pages blanches qui ne devraient rien aux millions d'années d'évolution qui nous ont produits, non seulement dans nos corps, mais aussi en partie dans nos esprits. Et ça, c'est cette dichotomie-là qui fait du mal. Qu'est-ce qui vient de la nature? En gros, dans la plupart des espèces, une femelle a un œuf rare par mois, qui est une denrée précieuse et qu'en plus elle ne peut émettre qu'une partie de sa vie, alors que les hommes, les mâles, peuvent essaimer, si j'ose dire, à peu près toute leur vie et en quantité. Et nécessairement, ça, Peggy Sastre est la bonne interprète là-dessus, ça génère des comportements différents. La prise de risque est beaucoup plus forte pour une femme à chaque contact. Elle peut risquer une grossesse, elle peut risquer... Et donc elle a un intérêt à cantonner la sexualité, à ne pas se donner facilement, à faire, à jouer, comme certains évolutionnistes le disent, la sainte nitouche pour faire patienter les hommes, alors que les mâles ont plutôt intérêt à multiplier les occasions. L'intérêt des uns et des autres n'étant pas leur intérêt propre à prendre du plaisir, c'est l'intérêt de leur gène, qui est inconscient et qui veut simplement passer le cap, c'est l'idée du gène égoïste de Richard Dawkins, passer le cap de la génération suivante. Chaque fois que nous croyons faire des choix, ce sont en fait nos gènes qui essayent de se passer à la génération suivante et de survivre comme ils le font en fait depuis des millions d'années à travers nos corps qu'ils prennent comme des mules. Ce marché de l'amour a profité de la libéralisation qui n'a pas touché que les services publics mais visiblement les mœurs aussi. Est-ce que ce marché de l'amour tel qu'il nous est présenté aujourd'hui est totalement ouvert? Là où le capitalisme rejoint le marché amoureux et lui donne une ampleur inédite, c'est qu'elle nous met, on est tout à coup face à la réalité d'un marché universel. Il y a toujours un plus gros poisson ou plus brillant ailleurs. On peut toujours se dire, même si je suis en couple et que tout se passe bien, il peut y avoir quelqu'un qui me correspond mieux. Et même si nous trouvons des tas de choses qui nous rassurent dans le couple, une stabilité émotionnelle, des tas de choses dont nous avons besoin, au bout d'un moment, disparaît l'attrait de la nouveauté. Et donc quand des gens, que nous faisons des rencontres et que des gens ressuscitent quelque chose comme l'aventure, l'attrait de la nouveauté, autre chose, nous pouvons être tentés de larguer les amours parce que nous savons en plus que rationnellement, il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui me correspondra mieux. Le grand défi que nous avons, c'est comment faire nôtre et accepter cette dimension de marché qui n'a pas que des aspects négatifs,
et ne pas tomber dans la tentation de nous consommer les uns les autres et de ne pas arriver à construire des relations un petit peu non seulement durables, mais surtout épanouissantes.